Bonjour, je suis Christine Desvergnes. Avec ma collègue Lorraine Cormand, nous sommes psychologues cliniciennes dans le service hospitalo-universitaire d'actologie du professeur Lançon et nous allons vous faire une présentation sur les conduites addictives. Les objectifs du cours seront de comprendre le fonctionnement des conduites addictives, apprendre à repérer les retentissements sur la vie d'une personne et l'importance de la réhabilitation psychosociale, et enfin, de parler des axes thérapeutiques lors d'un suivi en addictologie. Cette présentation va se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, nous verrons les caractéristiques principales des conduites addictives. Ensuite, nous ferons le lien entre addiction et réhabilitation psychosociale. Et enfin, nous verrons comment prendre en charge les addictions sur le plan thérapeutique. Donc, les conduites addictives. C'est le psychiatre américain Aviel Goodman qui va proposer en 1990 une définition du processus addictif qui est toujours actuelle. Il définit les addictions comme un processus par lequel un comportement pouvant permettre à la fois une production de plaisir et d'écarter ou d'atténuer une sensation de malaise interne est employé d'une façon caractéristique par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives. Pour synthétiser cette définition, il faut retenir d'une part que la conduite addictive est un comportement et d'autre part que ce comportement est motivé. Donc, la motivation de ce comportement est principalement de deux ordres. La recherche de plaisir, qui est un élément important, souvent au début, et ou l'évitement d'un malaise interne. Le comportement addictif va se caractériser par deux points révélateurs. L'incapacité récurrente de contrôler ce comportement et la poursuite de ce comportement, et ce, malgré la connaissance des conséquences négatives pour l'individu. Donc, les conduites addictives peuvent être motivées soit par une substance, soit par une addiction sans substance. Donc, par une addiction avec substance, on fait référence à toutes les substances psychoactives, donc les plus courantes telles que l'alcool et le tabac, mais il en existe de très nombreuses comme le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, etc. L'addiction sans substance se traduit par la répétition de comportements, comme par exemple dans le jeu pathologique, la cyberdépendance, les jeux vidéo, les jeux d'argent et de hasard, les achats compulsifs, les addictions sexuelles, les troubles des conduites alimentaires et encore d'autres. Donc on va voir les critères diagnostiques d'une conduite addictive selon le DSM-5. Donc si on se réfère à la classification d'un trouble addictif selon le DSM-5, on parle d'un mode d'usage problématique d'une substance ou d'un comportement lorsque sur une période de 12 mois, on constate la présence d'au moins 2 des 10 symptômes définis. Donc les 10 symptômes sont les suivants. Il y a consommation ou accomplissement de comportements en quantité plus importante ou pendant une période plus longue que prévue. Le désir persistant ou l'effort infructueux de diminuer ou contrôler la consommation ou le comportement. Beaucoup de temps est utilisé pour obtenir le produit, l'utiliser ou se remettre de ses effets. L'envie impérieuse, que l'on appelle aussi le craving, c'est-à-dire un fort désir de consommer, difficilement contrôlable. Un comportement ou une consommation répétée, conduisant à l'incapacité de remplir des obligations majeures, que ce soit au travail, à l'école ou bien à la maison. Il y a la consommation continue, malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux persistants ou récurrents. L'abandon ou la réduction des activités sociales, professionnelles ou de loisirs à cause du comportement addictif. La consommation ou le comportement répété dans des situations où cela peut être physiquement dangereux. L'usage poursuivi bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou physique persistant. Et enfin, la tolérance aux produits ou au comportement qui va se définir par un besoin de quantité ou de répétition du comportement plus élevé pour obtenir l'effet désiré et un effet notablement diminué en cas de l'usage continu de la même quantité. Dans le DSM-5, le trouble de l'usage de la substance ou du comportement va se définir à partir de ces 10 symptômes énumérés précédemment. Il sera défini en fonction du nombre de symptômes présents chez un individu sur une période de 12 mois. Donc, entre 2 à 3 symptômes, on parlera de troubles de l'usage léger.
Entre 4 à 5 symptômes, on parlera de troubles de l'usage modéré. Et enfin, entre 6 symptômes ou plus, on parlera de troubles de l'usage sévère. Avant 2013, on catégorisait les conduites addictives en usage, usage nocif et dépendance. Après 2013, cette catégorisation va disparaître au profit de la notion de troubles liés à l'usage. Donc, comme on vient de le voir, on parle d'usage du produit, puis de troubles liés à l'usage qui va de léger à moyen à sévère. De cette approche catégorielle en usage, usage nocif, dépendance, on va ainsi passer à une approche qui est plus dimensionnelle et qui va permettre de s'intéresser plus au processus qui conduit de la consommation récréative à la dépendance. Nous avons vu ce qu'était une addiction et quelles en étaient les caractéristiques. Une personne présentant des addictions peut être amenée à perdre en autonomie et en qualité de vie. L'accompagnement sur un parcours de réhabilitation psychosociale a pour objectif d'aider ces personnes à retrouver une vie épanouissante et des capacités d'autonomie satisfaisantes. Les comportements addictifs ne peuvent se concevoir sous le seul angle du produit, mais doivent aussi être considérés sous celui de la personnalité dans son contexte socio-environnemental. On parle donc d'une rencontre entre le produit, c'est-à-dire sa disponibilité, sa dose, la durée, l'intensité de l'effet, le mode d'action, etc. La personne, c'est-à-dire les prédispositions génétiques, les facteurs de vulnérabilité, les facteurs liés à la personnalité, les attentes, le style de vie, l'histoire personnelle depuis l'enfance, etc. Et l'environnement, qui comprend l'entourage social et la société. Dans l'entourage social, on entend les problèmes d'addiction dans la famille, une situation familiale fragile, des problèmes de couple, des expériences de vie difficiles, un manque de ressources sociales. Et dans la société, on fait référence à une compétitivité extrême, des attitudes face à la consommation, un manque de perspectives d'avenir et d'alternatives, des représentations culturelles au sujet de la drogue, etc. Les conduites addictives résultent donc d'une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et sociétaux. En cela, la réhabilitation psychosociale va permettre la possibilité d'une prise en charge globale. Dans les conduites addictives, les retentissements dans la vie d'un individu peuvent être de plusieurs ordres. Il peut y avoir des dégradations des relations familiales et sociales, pouvant amener un isolement social important, des difficultés à maintenir son activité professionnelle, voire une perte d'emploi, des difficultés financières, des conséquences judiciaires dues à un état altéré par la consommation, état d'ébriété sur la voie publique, bagarre, accident de voiture. Il peut y avoir également une perte d'autonomie dans les tâches quotidiennes, comme gérer les papiers administratifs, faire la cuisine, ranger, etc. L'addiction peut participer au développement et au maintien de troubles psychiques, tels que la dépression, l'anxiété, l'impulsivité, et peut avoir des conséquences somatiques, comme un cancer, une cirrhose, un syndrome de Korsakoff. On peut voir apparaître également une altération des processus cognitifs, émotionnels et motivationnels. La conduite addictive peut aussi entraîner une stigmatisation pour la personne qui peut être marginalisée. La réhabilitation psychosociale aura pour objectif d'adapter un projet personnalisé à l'individu en fonction de ses difficultés personnelles. Ainsi, l'équipe de réhabilitation va adapter ses outils à l'individu et non l'inverse. Par exemple, si la personne qui a une conduite addictive a développé des troubles cognitifs, on va l'orienter sur des séances de remédiation cognitive. La personne peut aussi bénéficier de séances de psychoéducation pour mieux appréhender sa maladie. Si elle peine à gérer ses émotions, on peut l'orienter sur des séances de gestion émotionnelle. Si elle se retrouve isolée socialement, on va l'aider à améliorer ses compétences sociales et l'orienter sur des groupes favorisant le lien social. Si elle présente des difficultés à vivre seule, on va l'aider à renforcer son autonomie. Si elle présente des difficultés à trouver un emploi, on va l'orienter sur du soutien à la recherche d'emploi et des formations. Et si ses proches aidants sont eux-mêmes en souffrance, nous les orientons sur un groupe de soutien aux aidants. L'équipe de réhabilitation psychosociale va avoir recours à divers outils et partenaires extérieurs en fonction des besoins de la personne et de son environnement immédiat. On ne va pas demander à la personne de s'adapter au programme, mais on va co-créer avec elle un programme qui s'adapte à ses besoins. Nous venons d'évoquer ce que pouvait apporter un accompagnement en réhabilitation psychosociale aux personnes ayant des conduites addictives.
La dépendance est un problème complexe qui nécessite souvent une prise en charge, notamment au niveau psychothérapeutique. Voyons cela dans cette troisième et dernière partie. Puisque la sévérité de la dépendance et le parcours de rétablissement diffèrent pour chacun, une prise en charge efficace doit être la plus adaptée aux besoins et aux préférences individuelles. Le patient va définir son objectif concernant sa conduite addictive. Il peut avoir pour objectif l'abstinence totale ou un projet de consommation contrôlée. L'objectif peut être également la réduction des risques, c'est-à-dire proposer des étapes progressives visant à réduire les méfaits au lieu d'arrêter entièrement la consommation. En fonction, il sera décidé en accord avec l'usager un plan d'intervention adapté à sa situation personnelle. L'usager doit décider lui-même de ce qu'il se sent capable de faire en fonction de ses ressources, de son niveau de motivation et de ses besoins dans son contexte personnel. Nous allons vous présenter des stratégies principalement utilisées dans l'accompagnement thérapeutique des conduites addictives. Nous les avons classées en 3 catégories, les stratégies cognitives, comportementales et émotionnelles. Parmi les stratégies cognitives, on peut travailler sur la motivation au changement, notamment à l'aide de la balance décisionnelle pour peser les avantages et les inconvénients à changer de comportement. Faire de la psychoéducation des addictions afin que la personne devienne experte de son trouble. L'aider à repérer ses envies afin d'agir dessus et de ne pas céder au comportement de consommation. On peut également proposer de la restructuration cognitive qui va permettre de travailler sur les pensées automatiques ainsi que sur les croyances erronées que l'on peut entretenir. Et enfin, on peut amener la personne à faire une thérapie EMDR pour traiter les traumatismes souvent sous-jacents à une consommation addictive. Parmi les stratégies comportementales, on peut faire un état des lieux de la consommation à l'aide d'un journal des consommations, par exemple, en début de thérapie, repérer les habitudes et rituels, chercher d'autres stratégies comportementales avec la personne afin de déconditionner en quelque sorte son cerveau, car apprendre de nouvelles habitudes pour remplacer les anciennes est tout à fait possible. Améliorer les habiletés sociales et l'affirmation de soi, trouver d'autres sources de plaisir pour remplacer le comportement addictif, identifier les situations à haut risque de consommation afin de s'y préparer au mieux, et développer un plan de prévention de la rechute pour préparer au mieux la personne en cas de faux pas. Enfin, parmi les stratégies de gestion des émotions, on peut apprendre à les reconnaître dans un premier temps, évaluer leur intensité, apprendre à les accepter grâce notamment à la méditation pleine conscience, développer des techniques de relaxation ou de contrôle respiratoire, participer à un groupe de gestion du stress. Donc les points à retenir sont que la conduite addictive est causée par une combinaison de facteurs psychologiques, environnementaux et biologiques. Elle est motivée par une recherche de plaisir immédiat et ou l'évitement d'un malaise intérieur. Le travail thérapeutique en addictologie va nécessiter un accompagnement plus ou moins soutenu en réhabilitation psychosociale, selon la sévérité de la dépendance et les besoins. Les principales stratégies thérapeutiques sont comportementales, émotionnelles et cognitives. Voici une petite liste de ce que nous vous suggérons de lire si vous souhaitez approfondir le sujet. Et voici la bibliographie sur laquelle nous nous sommes principalement appuyés pour réaliser cette vidéo. Merci de votre attention.